RCF. Depuis une trentaine d'années, les progrès techniques et informatiques ont bouleversé la pratique de la médecine. La baisse du nombre de médecins, et encore plus de médecins généralistes, ne cesse d'inquiéter bien des Français qui sont confrontés à une désertification médicale de certaines régions et même de certaines villes. Et l'on sait pourtant l'attachement qu'ont les Français pour celui que l'on appelle le médecin de famille. Docteur Bruno Front, bonjour et merci d'avoir quitté votre cabinet médical rue Monge à Paris dans le 5e arrondissement pour nous retrouver. Depuis 1985, vous y accueillez vos patients comme médecin généraliste. Un métier, une passion que vous nous racontez dans votre premier livre, publié à l'Iconoclaste, intitulé « Toute une vie pour eux ». 40 ans de pratique médicale, mais surtout de rencontres, d'expériences humaines. Alors j'ai trouvé beaucoup d'humanité dans votre livre, c'est ce qui m'a donné envie de vous rencontrer. Si vous êtes toujours resté un médecin généraliste, un médecin de famille, vous dites que c'est indirectement grâce à ce grand écrivain qu'est Joseph Kessel. Vous pouvez nous raconter ? Ah oui, tout à fait. Nous étions dans les années 1990, et là, les autorités de tutelle, craignant que tous les médecins voyant les honoraires bloqués, passent en honoraires libres, ont décidé de façon tout à fait directive que mes honoraires étaient bloqués. J'avais choisi la convention, secteur 1, et dans laquelle je suis toujours, et je me suis trouvé comme pris en otage, comme bafoué d'une certaine façon, non respecté, puisque j'avais signé un engagement, et là, de façon tout à fait sans négociation. Bon. Et voilà que à cette période, je vais voir une patiente du quartier et qui me dit « Oh ben, mon mari était médecin, mon fils est médecin, dans la famille on ne soigne pas, mais j'ai entendu parler de vous, je voulais vous connaître. » Bon, je prends sa tension et tout, et puis finalement, très vite, elle me montre une lettre de Joseph Kessel qui rendait hommage à son mari. Son mari médecin avait soigné une personne qui était très chère à Joseph Kessel. Et dans cet hommage, Joseph Kessel disait en 1959, j'avais à peine 5 ans, il n'y a plus de médecin de famille. Déjà. Alors il évoque la hâte de notre temps, la dureté des choses, enfin, il dit il n'y a plus de médecin de famille. Alors c'est quand même assez extraordinaire, on pourrait dire la même chose aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, elle s'arrête. Après avoir lu cet hommage, en tout cas une partie de l'hommage, elle s'arrête et puis elle me dit « Vous fatiguez pas trop, docteur, mais continuez. » Continuez. Je me suis dit, mais je suis reparti, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit là? Pourquoi? Comment? Et là, j'ai été interrogé et je me suis dit, mais que veux-tu? Que veux-tu? Quel est ton but dans la vie finalement? Enfin, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et je me suis dit, j'avais déjà presque 10 ans d'expérience, en tout cas 5 ans installé comme médecin généraliste. Tu veux être dans le temps de l'époque où finalement l'argent dans les années 80 et 90 est devenu une valeur première. Avant c'était déjà important, mais là il y a une accélération des choses. Ou est-ce que tu veux simplement faire le métier que tu aimes, pour lequel tu t'es engagé, et continuer à être au cœur de la vie des personnes et avec eux cheminer, traverser. Et c'est ce continuer que cette femme vous a dit. C'est continuer. Et je me suis même dit, mais d'où vient cette parole? Elle ne sait rien de moi, elle ne sait rien de mon interrogation. Continuer. C'est drôle parce que vous étiez pas prédestiné à être médecin. Vous êtes le 10e d'une fratrie de 11, une grande famille. Votre père était ingénieur. Il y a beaucoup d'ingénieurs dans votre famille. Vous avez choisi médecine, mais c'était pas une vocation familiale, la médecine. Non, pas du tout. Comme je l'évoque dans le livre, les mathématiques, les sciences, tout ça, c'était pas pour moi. Sans doute parce que il y avait des brillants frères et sœurs qui étaient devant moi, 3 frères ingénieurs, 2 sœurs profs de maths, enfin tout ça. Et donc moi c'était le football. Vous vouliez être footballeur en fait. Footballeur professionnel. Comme beaucoup de jeunes quand même. Oui, bien sûr, mais à l'époque c'était pas aussi tendance qu'aujourd'hui, mais je voulais être footballeur. Bon, et des circonstances que j'évoque dans le livre, une pathologie, m'ont amené à l'hôpital.
tout jeune adolescent, eh bien, on n'était pas du tout dans une culture familiale. On avait la chance d'avoir une bonne santé. Personne dans la famille n'avait eu à avoir souffrir les soins des médecins. Et vous avez été hospitalisé? J'ai été, en fait, la vérité, me suis retrouvé quelques heures aux urgences. Et là, pour une bêtise de gamin, en fait, hein, vous étiez rafraîchi la poitrine avec des glaçons. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faisait très chaud en ce mois de juillet, et j'avais eu la bonne idée de mettre des glaçons sur mon thorax d'athlète, et donc le lendemain, 39 de fièvre, pneumonie, urgence de l'hôpital Saint-Joseph, et j'ai découvert un monde. Et je dirais quelque chose d'assez étonnant, une espèce de ruche de gens qui... Alors les urgences de l'époque étaient sans doute pas celles d'aujourd'hui, mais on a pris soin de moi. On s'est occupé de moi. J'étais quelqu'un, un objet de soin, même un sujet de soin. Et c'était quand même une découverte pour moi. Et ça a été déterminant dans votre choix de faire de la médecine? En tout cas, ça m'a ouvert à quelque chose, et prendre soin, et que quelqu'un s'occupe de moi. Oui, vraiment. Prenne soin de vous. Prenne soin de moi. J'existais en dehors de la famille. Un tiers a pris attention. Ce qui n'était pas forcément le cas dans une grande fratrie de 11 enfants, non? On va parler d'une tribu, et c'était magnifique, mais j'étais un numéro, j'étais le numéro 10. Là, j'étais... Et ça joue encore dans votre rapport à vos patients. C'est pas des numéros, c'est des personnes dont il faut prendre soin. Ça s'enracine là, quelque part, cette attention, parce qu'on va le voir, vous avez une vraie attention à vos malades. Je n'ai pas du tout ni de prétention, ni de vouloir faire ça. Il s'avère que c'est comme ça que ça se passe. Mais finalement, je rencontre les gens, c'est ça qui m'intéresse. Bon, je le dis un peu aussi, la médecine technique et la médecine biologique, les progrès de la médecine sont formidables. Et bon, après 40 ans de médecine, je crois que j'ai acquis une certaine expérience. Les gens ont la faiblesse de me dire que j'ai un bon diagnostic. C'est peut-être vrai, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est être avec quelqu'un et tout de suite découvrir, la rencontre, l'inattendu, qui arrive dans mon cabinet en chair et en os. Et l'unicité de la personne qui est en face de vous, parce que j'ai l'impression, en vous lisant, que chaque patient est vraiment unique. Chaque patient bien sûr, a des pathologies que vous retrouvez chez d'autres, mais en même temps, chaque personne que vous décrivez, en tous les cas dans votre livre, est vraiment unique. Alors peut-être qu'on peut revenir à ce que vous évoquiez. Dans cette histoire des urgences, je suis passé d'un numéro à une personne. Attention, il faut être sérieux. J'ai un respect immense pour toute ma famille, mes parents qui ont été fabuleux et qui m'ont transmis des valeurs très, très importantes. Mais là, il y a peut-être quelque chose. Visage, Thierry Lyonnais. Docteur Front, on va poursuivre un peu cette découverte de votre parcours comme médecin, puisque vous êtes devenu médecin généraliste, comme on dit, médecin de famille. Mais avant cela, j'aimerais qu'on reparle du contexte dans lequel vous avez fait vos études de médecine. On était dans les 30 Glorieuses, parce que vous avez fait vos études de médecine dans les années 70, vous avez vraiment commencé à pratiquer tout début des années 80. Ce contexte-là est complètement différent de celui d'aujourd'hui. Ah ben, à bien des égards. D'abord, ne serait-ce que j'ai fait mes études à Henri Mondor à Créteil, il y avait des terrains vagues. Et entre 72 et 80, cette période, cette décennie de médecine, d'études de médecine, la ville s'est construite. Donc, tout s'est construit. L'hôpital était tout neuf. Tout était possible. On était dans l'ère, la jeunesse qui était la mienne, mais aujourd'hui les jeunes ont cette énergie également. Mais aussi l'ère du temps nous laissait penser que demain était toujours meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ou ce qui est moins le cas, non ? En tout cas, on a l'impression quand même que c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend tous les jours, cette peur, nous on se posait pas de questions, on avançait, on découvrait, chaque jour était nouveau, on n'était pas en train de se dire que est-ce qu'on va trouver une place dans la société. De toute façon, la place de médecin était acquise, et je crois quand même qu'on peut dire aujourd'hui qu'un jeune qui fait des études de médecine, il n'a pas beaucoup de questions à se poser de savoir s'il va trouver du travail. Mais pour autant... On lui déroule le tapis rouge aujourd'hui. On veut qu'il vienne partout. Partout où il y a ce désert médical, on lui offre des ponts en or aujourd'hui pour s'installer. Oui, je vais... Plus qu'à votre époque encore. À notre époque, il y avait cette possibilité sans inquiétude, mais on devait faire notre trou.
On devait s'installer, c'était pas évident. Il y avait beaucoup de médecins. D'ailleurs, peut-être que le numerus clausus avait à voir avec ça. On a inventé quand même 2 choses extraordinaires. Le numerus clausus, je pense que les médecins en partie étaient responsables parce qu'ils voulaient pas qu'on partage le gâteau. Ils voulaient pas qu'il y ait trop de concurrence. Pas trop de concurrence, peut-être. Mais il y avait surtout un adage absolument extraordinaire. Moins de médecins, moins de prescripteurs. Moins de prescripteurs, moins de dépenses. Enfin, c'était formidable. Et moins de trous dans la sécurité sociale. Apparemment. C'était l'objectif, vous pensez ? C'était l'objectif. Ça a été même plus loin, puisqu'il y a encore une dizaine d'années, on proposait aux médecins de prendre leur retraite anticipée en leur donnant 1 an de revenus. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de rappeler les médecins en chaise roulante pour venir faire des vacations là où il y a du manque. Et vous, à 68 ans, vous lâchez pas, vous continuez. Alors moi, je suis officiellement à la retraite depuis 1 an, mais je suis dans ce qu'on appelle cumul emploi-retraite. Et finalement, je me demande si je travaille pas encore plus qu'avant, mais différemment, parce que 2 jours par semaine, comme je l'évoque dans le livre, j'ai fait une formation depuis de nombreuses années et je pratique maintenant la psychothérapie, psychanalyse le mercredi et le jeudi, ce qui fait que je travaille le lundi, mardi, vendredi et samedi en médecine générale. Ce que vous venez de dire est important, Docteur Font, on en reparlera, cette dimension de fort intérêt, même plus que ça, que vous avez pour la psychothérapie, la psychanalyse, puisque vous êtes médecin généraliste, mais aussi vous travaillez beaucoup en étant vraiment à l'écoute très attentive de vos patients. Mais on reparlera de ça. Pourquoi, Docteur Font, vous avez fait ce choix de devenir médecin de famille, médecin généraliste et médecin de famille, et pas vous spécialiser comme l'ont fait plein de vos confrères? Parce que, effectivement, le généraliste, pour moi, il a, et c'est absolument unique. Quelqu'un vient vous voir, c'est complètement brut et neuf, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal quelque part, je ne vais pas bien. Et là, à partir de ce petit fil, on va tirer une pelote, ou pas, et on va découvrir ce qui embarrasse cette personne. Et là, on va devoir faire des examens complémentaires, on va devoir structurer la démarche thérapeutique, on va, avec une autorité dont on ne sait pas toujours d'où elle vient, dire à la personne, ben non, il n'y a rien à faire, ou au contraire, là, attention, on va à l'hôpital tout de suite. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Vous êtes en première ligne, en fait. C'est la première ligne. C'est vous qui devez déceler les problématiques. Ce sont les mots les plus simples, MAUX, ou les plus compliqués, et les mots MOTS, qui nous sont présentés là, comme ça, d'emblée. Et ça, pour moi, c'est une expérience, enfin, ça reste quelque chose de tout à fait unique, et j'aime beaucoup ça. Vous regrettez pas, 40 ans après, vous regrettez pas d'avoir fait ce choix d'être généraliste? Mais jamais j'aurais pu imaginer faire autre chose. Et j'ai un respect immense pour tous mes camarades de promotion. Certains ont été généralistes, mais beaucoup sont devenus des spécialistes, certains même très brillants. Et j'ai jamais eu à leur égard une quelconque forme de jalousie ou d'envie. Chacun à sa place. Docteur Font, vous avez commencé en fait votre vie de médecin à la campagne. Vous racontez dans votre livre, votre première expérience finalement, ça a été un remplacement d'un médecin de campagne en Normandie. Et là, vous avez été confronté à une réalité qui est assez incroyable, celle d'être appelable et corvéable à merci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, j'ai fait un premier remplacement d'1 semaine à Paris, à Pâques 1979. À l'époque, imaginez-vous que à la fin de la 6e année, nous avions ce qu'on appelle une licence de remplacement. Nous ne savions pas grand-chose et nous avions le droit de remplacer un médecin. Et donc, 8 jours à Paris, et ensuite, je me suis retrouvé 1 mois en Normandie, dans le bocage normand. Et là, le médecin me donne les clés, il s'en va immédiatement, il me dit, vous verrez avec la dame qui s'occupe de pressé de partir en vacances. Ah bah oui, et c'est là que j'apprends qu'il travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 300 jours par an. Bon, si j'avais su ça, j'y serais pas allé. Mais j'étais embarqué par cette affaire. J'évoque dans le livre que j'apprends par les sirènes des pompiers qui s'arrêtent devant le cabinet, qu'il était aussi médecin des pompiers. Et là, je monte dans le camion des pompiers et nous sommes face à un pauvre agriculteur qui était passé sous la roue de son tracteur. Bon, je passe sur les détails. Mais là, vous mesurez à quel point un médecin de campagne, un médecin généraliste est dédié, mais complètement. Alors justement, et c'est là... Et ça aurait pu vous faire fuir, ça, non ?
Mais non, parce que finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, j'étais très très heureux de le faire, mais je me suis dit, attends, Bruno, là, est-ce que tu vas pouvoir faire ça? Alors j'ai pris la décision, qui était la plus sage, de travailler comme je l'ai fait pendant 40 ans, 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Seulement 12 heures par jour, hein, je le mets entre guillemets. Oui. Seulement 12 heures par Alors jour. aujourd'hui, quand je dis ça à mes jeunes confrères, ils me regardent, oui, bien sûr. Même à votre fille, qui est médecin elle-même. Oui, même si j'ai peur qu'elle ait hérité un petit peu de ma passion médicale, elle est gastro-entérologue, et j'ai peur qu'elle aussi, elle travaille trop. Mais alors, justement, docteur Fron, comment vous comprenez ces jeunes médecins qui s'installent aujourd'hui et qui n'ont pas envie de mener la vie que vous avez menée, travailler 6 jours sur 7, 12 heures par jour, voire plus parfois, et qui veulent bien soigner les autres, mais avoir 5 jours, voire même 4, pour pas payer trop d'impôts, faire des sessions de 6 mois de travail intense et puis ensuite partir 6 mois aux Antilles ou faire de la voile. Comment vous comprenez cette nouvelle génération qui arrive? Mais je crois que c'est pas propre à la médecine. Et puis, je crois que ma génération, et encore plus celle du médecin que j'ai remplacé à la campagne, son identité absolue, c'était médecin. Et le reste, ça suivait. Et donc, aujourd'hui, on est médecin, mais on est bien d'autres choses. Donc, je n'ai à cet égard aucun jugement. C'est une réalité. Donc, il faut faire avec. Simplement, effectivement, moi, je travaille 70 heures par semaine, ou j'ai travaillé 70 heures par semaine. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont sans doute raison. Ils ne veulent plus faire ça. Alors, ils vont faire 35 ou 40 heures. Mais donc, pour me remplacer, il en faut 2. Et je vais un peu plus loin encore, je vous pose la question du rapport à l'argent. Je suis venu ici à Paris vous interviewer. Dans le train, je lisais un très bon journal qui s'appelle La Croix et qui faisait une enquête sur les médecins, la désertification dans la région de Nevers. Et on parlait de médecins mercenaires, c'est-à-dire des médecins qui demandent entre 2000, 2005, voire 3000 euros par jour pour venir consulter ponctuellement dans certaines régions. Comment vous entendez ça? Là, vous m'emportez sur un sujet qui est très très délicat. D'abord, moi, quand je me suis installé, il fallait que je fasse mon trou. Donc, il fallait que je gagne ma vie, il fallait que je paye mes frais. Donc, n'importe quel appel, je sautais et j'y allais. Alors, à la fois, il y avait cette nécessité de gagner son argent. Puis finalement, avec le temps, en travaillant beaucoup, on finit par gagner sa vie. Et puis, il y avait cette idée aussi qu'on était disponible. Le médecin est là pour les patients. C'est vrai que là, on est dans quelque chose de tout à fait différent, parce que d'abord, les médecins, il n'y en a plus. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On les prend, quoi qu'il arrive. On est en train de rappeler les retraités et tout ça. Donc, j'allais dire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et si ils veulent travailler 6 mois à fond et puis travailler. Donc, vous parlez de mercenaires, oui, parce que maintenant, c'est l'intérim qui fonctionne. Et donc, vous êtes beaucoup mieux payé à travailler 2 jours par semaine en intérim qu'une semaine dans un centre médical à plein temps. Alors pourquoi allez-vous faire autrement? C'est la prime de précarité. Puisque vous êtes en intérim. Précarité, entre guillemets. Précarité, mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, j'aurais envie de parler de prime de fidélité. Quelqu'un comme moi qui s'installe, qui prend la responsabilité d'être disponible, qui prend la responsabilité d'être un lieu non pas seulement local, géographique, mais un lieu symbolique aussi. Les gens savent qu'on est toujours là. Eh bien, ça devrait être payé, et très correctement. Mais c'est pas le cas. Docteur Fron, en vous installant en 1985, rue Monge, où vous êtes toujours comme médecin généraliste, vous dites, et vous venez de faire allusion à cela, je deviens un lieu. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ce que vous voulez dire par cette expression-là. Qu'est-ce que ça comprend? Vous êtes un médecin, mais vous devenez un lieu. Alors j'évoque évidemment, je suis rue Monge, donc je suis identifié comme un médecin installé rue Monge. 5e arrondissement de Paris. On sait me trouver, et tout médecin qui est installé dans la durée est un lieu géographique. Mais je n'ai pas la prétention, c'est une constatation. Je deviens un lieu symbolique, au sens que on sait qu'il est là. Il y a quelqu'un, c'est un ancrage. Parce qu'aujourd'hui, un repère. Les gens aujourd'hui sont dans les avions, sont dans les TGV, sont dans le RER, circulent. Et donc, ils savent que
à un moment donné, il y a quelqu'un qui est toujours là au même endroit. Et c'est pas rien, quand même. C'est pas rien. Est-ce que c'est pas le privilège des grandes villes, ça? À la campagne, s'il y a encore un médecin, oui, mais maintenant on met des maisons médicales. Et moi, je suis tout à fait pour ça. Le cabinet dans lequel je suis, que j'ai créé, avec lequel j'ai eu finalement, quelques années plus tard, un associé, et puis maintenant un troisième associé, c'est fini. C'est du passé. D'ailleurs, les autorités ne veulent plus de ce genre de petits cabinets et tout ça. Et pourtant, pour moi, je crois que c'est essentiel. En quoi c'est important et essentiel, justement? C'est essentiel parce que, ce qui est essentiel, c'est le fait qu'il y a la relation humaine et que les gens viennent en un endroit où ils savent qu'ils trouveront toujours la personne qu'ils connaissent dans la durée. Et le même médecin, c'est important. Et le même médecin, ou en tout cas la même équipe de médecins, puisqu'on travaille en équipe avec mon associé. Et je crois, alors juste je fais une petite parenthèse, les maisons médicales, formidables. Mais alors, le problème, c'est qu'on a des vacataires maintenant. Et ce qu'il faudrait, c'est que dans les maisons médicales, les gens s'installent avec le même esprit, celui de l'engagement, celui d'être un lieu également, non seulement géographique, mais symbolique, et que ce ne soit pas des prestataires de services, mais des gens qui s'engagent vraiment, et qui s'engagent aussi parce que, je le dis dans mon petit ouvrage, on en reçoit énormément. La durée, la confiance, c'est quelque chose d'unique. Et le fait d'accompagner, comme vous l'avez fait, Dr Bruno Front, pendant des années, une famille, plusieurs générations. Parce qu'en fait, vous accompagnez aujourd'hui sur 2, 3 générations. Ça, qu'est-ce que ça apporte de particulier? Ça apporte le fait que la confiance renouvelée, la capacité de contextualiser le symptôme. On soigne une personne, mais aussi une famille. Et donc, on peut considérer que quelqu'un dans une famille un symptôme ou une personne malade est malade, évidemment, parce qu'il a une chose, mais il s'inscrit dans une histoire familiale, et donc c'est pas rien. Et puis, ça nous permet d'avoir beaucoup de renseignements sur l'histoire de la personne, et c'est pas négligeable pour la médecine générale aussi. Et là, c'est beaucoup plus difficile, parce que je suis à cette période-là. On voit les gens naître, grandir, s'unir, divorcer, se remarier, et puis j'ai connu des gens qui avaient 40 ans, qui étaient dans la force de l'âge, que j'accompagne jusqu'au dernier souffle. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est rude, d'autant que maintenant, ma clientèle avance en âge, et évidemment en pathologie et en finitude. Et ça, évidemment, ils me mettent aussi devant mon impuissance et puis ma propre finitude. Et ça, on le vit comment, docteur Front, quand on est face à des personnes qui viennent vous voir parce qu'elles sont malades, elles souhaitent guérir. Parfois, vous réussissez, vous les guérissez. Parfois non, parfois vous êtes impuissant. Comment on vit ça, son impuissance en tant que médecin? Ça, je crois réellement que si on est un peu honnête et qu'on ne se raconte pas d'histoire, son impuissance, elle est très très vite... on s'en rend compte très vite. Bon, après, de plus en plus, elle apparaît au fur et à mesure des années. Moi, j'ai fait mon service militaire au SAMU, et c'est vrai que là, on avait l'impression et c'est pas une impression, c'est une réalité. On sauve les vies. Un arrêt cardiaque sur lequel vous intervenez, ou d'autres accidents ou autres, c'est formidable. J'ai fait les urgences médicales de Paris et comme SOS pendant 3 ans. J'étais dans une situation intermédiaire, mais aussi à des moments où j'ai pu, de fait. Je pense à un petit garçon qui avait un purpura fulminans. J'ai mis une injection de pénicilline le temps que le SAMU arrive. J'ai eu la belle surprise qu'il s'en est sorti. Bon, là, mais je n'en tire aucune force. Mais finalement, c'est pas ça qui m'intéressait. C'est vrai que... Ça, c'est grisant, je dirais. On est un peu dans l'extraordinaire. Vous sauvez des vies. Alors que dans votre métier de médecin généraliste, c'est le quotidien, année après année, et puis, in fine, c'est toujours la mort. C'est toujours la fin, oui, et de façon très, très diverse et très variable. Et c'est là que je me suis trouvé sans le vouloir, évidemment, et j'évoque certaines histoires dans mon livre, des situations de fin de vie. Et là, j'ai surtout été très impressionné par le courage, en individuel, je dis bien,
des personnes et de leurs familles face à la finitude, face à la mort. Avec des situations très variables. Je le dis un petit peu en finale, c'est que le courage et puis comment les gens se battent pied à pied face au réel de la maladie et de la mort, et comment à certains moments ils peuvent consentir. Et ça c'est important ce mot, hein. Vous le dites, vous donnez de belles histoires, de beaux témoignages dans votre vie, toute une vie pour eux. Et il y a ce mot-là, consentir. J'ai l'impression que c'est un mot clé dans votre expérience de médecin qui a accompagné depuis 40 ans des personnes aussi en fin de vie. J'ai reçu pour le Nouvel An des vœux avec une très jolie lettre d'une patiente qui a maintenant 85 ans, et elle me dit je vous remercie, docteur, de la dernière conversation que nous avons eue, parce que ce mot consentir que vous avez évoqué, et non pas accepter, ne pas se résigner, et elle me disait qu'elle était repartie, et peut-être pour la dernière fois à Venise qu'elle aime tant, comment consentir à ne plus pouvoir être face à toutes ces beautés, à toute cette vie et tout ça. Et elle me dit qu'en effet ça l'a fait réfléchir, parce que évidemment sa question, et elle me dit, vous l'avez compris docteur, la question qui me travaille depuis toujours, c'est bien celle de la mort et de la finitude. Alors, j'en profite peut-être à cet instant pour dire quelque chose que j'évoque aussi dans le livre. Face à l'impuissance, face à cette personne qui est en train de mourir, mais dans pleine conscience. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais en étant consciente de ce qui lui arrive. Parce que, j'ajoute qu'il n'y a pas une fois une personne qui puisse ne pas savoir qu'il est fini. Il peut dire le contraire. Il peut dire que ça va aller très bien. Et là, je ne l'ai pas évoqué dans le livre, mais j'ai plein d'histoires où des gens niaient totalement jusqu'au bout, hein. À la dernière minute. Je pense à une femme qu'il n'était pas question qu'elle ne meure. Et donc j'étais censé venir la voir qu'à midi, alors qu'elle était bien préparée, mais avec un cancer du sein qui métastasait et tout, il n'était jamais question de parler de maladie, un antibiotique, un antalgie, tout ça. Elle m'avait fait promettre qu'elle ne serait jamais hospitalisée. Et cette femme, j'allais chez elle, et un jour, ça allait pas bien du tout. Je lui dis, là, il va falloir aller quand même faire une ponction à l'hôpital. Ponction pleurale. Et puis, regardant une photo d'un jeune homme dans son secrétaire de sa chambre, je reste un instant devant cette photo. Elle dit, oui, c'est mon fils. Ah bon, vous avez un fils? Oui, mais c'est une histoire très difficile. Je ne l'ai pas vu depuis 30 ans. Ah bon? Ben oui, il est homosexuel, j'ai eu des paroles malheureuses avec lui, et depuis, nous ne sommes plus vus. Mais je lui dis, il va falloir quand même aller faire la ponction. Non, docteur, il y a d'autres urgences. Ah oui, quelle autre urgence? Je vais appeler mon fils. Bon, c'était un vendredi. Le lundi matin, son fils m'appelle pour me dire qu'SOS était intervenu le samedi soir pour une dyspnée aiguë. Elle était à l'hôpital. Je lui dis, dites à votre mère que je viendrai la voir mercredi après-midi. Mercredi après-midi, cette femme n'avait plus de perruque, n'était plus maquillée, était sous oxygène. Elle avait perdu 25 ans par rapport au vendredi, une personne en fin de vie. Elle me dit, c'est vous, docteur? Et je lui dis, ben oui, votre fils m'a dit que vous étiez hospitalisé. Oui, vous avez vu comme il est formidable. Mon fils m'a trouvé et va me trouver une maison de repos pour un grand repos. Je dis oui. Je m'approche d'elle. Je m'assieds sur le petit tabouret. Et à ce moment-là, nous étions dans une situation où la vérité ne pouvait pas. On ne pouvait pas échapper à la vérité. Et là, elle a eu ce mot tout à fait étonnant. Docteur, vous êtes un ange, vous pouvez partir. Je suis parti. Son fils m'a appelé pour me dire le soir même qu'une heure après, elle était morte. Docteur Front, consentir et vérité sont deux mots qui sont intimement liés. Oui, et en particulier, la vérité, il n'y a pas de vérité en soi. Je refuse totalement cette notion de vérité en soi. Dans ce que je peux vivre et de ce que j'ai pu expérimenter, en particulier dans ces périodes de fin de vie,
on est dans une situation de deux personnes qui sont en vérité l'un face à l'autre. Et je vous pose cette question parce que vous êtes parfois face à des gens qui ne veulent pas voir la vérité en face, et vous, médecin, est-ce que vous avez le devoir de leur dire la vérité? Mais non. Donc de dire, monsieur, madame, votre cancer n'est pas guérissable? Mais non. Non. Mais non. Alors comment faire? Mais comment faire? C'est très simple. La vérité, c'est leur vérité. Si quelqu'un me dit que il va aller mieux, il va guérir. Aller mieux, il va bon. Alors vous savez pertinemment qu'il ne va pas guérir. Eh bien, je l'entends, je l'écoute, et à ce moment-là, on dit comment on va faire avec ça. Bon, je vais pas relancer encore d'autres histoires, mais un patient que j'ai vu à l'hôpital qui me dit mais il faut me sortir de là, docteur, parce que je vais partir reprendre travailler. Et puis ensuite 2 jours après, ça va être compliqué, mais je vais prendre des vacances. Et puis je le revois 3 jours après à l'hôpital. Mais c'est un mouroir ici, il faut me sortir de là, docteur. Et puis enfin, comme c'était quelqu'un de très proche, je suis allé le voir presque tous les jours. Et à ce moment-là, il me dit, là ça devient compliqué. Et finalement, il s'occupe bien de moi ici. Je crois que je vais pouvoir rester là. Mais juste pour dire la chose de la vérité, c'est 2 personnes en vérité. Et de là, quelque chose surgit. Vous savez, puisqu'on est sur une radio qui est bien identifiée, c'est un peu comme dans les évangiles. Le Christ est lui-même, et je ne me prends pas bien entendu pour le Christ, mais il est en vérité, face à un autre qui est en vérité. Avec cette phrase, la vérité vous rendra libre. Oui. Qui est au cœur de l'évangile. Oui, mais de quelle vérité s'agit-il? C'est d'être vrai avec soi-même. Et donc... Et dans l'écoute de l'autre, parce que votre vérité doit être intimement à l'écoute de l'autre. Oui. J'ai encore, vraiment, en lisant votre livre, j'ai eu l'impression que ce mot d'écoute, il était fondamental. Écouter le patient. Oui, mais si vous voulez, encore une fois, c'est pas un vouloir chez moi. C'est quelque chose, peut-être qui se fait malgré moi. D'ailleurs, certains patients me disent, je vous remercie de m'avoir écouté, mais j'ai pas eu l'impression de les avoir écoutés. Je dirais plutôt présence. C'est d'être présence à moi-même, d'abord, à moi-même. Avec tout ce que je suis, le fait qu'un jour je puisse être de mauvaise humeur, préoccupé ou au contraire en pleine forme, face à un autre qui, lui, a son histoire, qui l'a mené jusque-là, et présence à la situation. Je crois que la vérité, elle est liée à cette plongée dans une présence. D'où l'importance aussi d'avoir du temps avec la personne qui est en face de nous. Alors là, c'est un grand fantasme, le temps. Mais c'est un grand fantasme. C'est le fantasme et le grand débat. On dit aujourd'hui, les médecins, ils n'ont plus le temps, c'est l'abattage, ils prennent chaque patient en 15-20 minutes. Oui, c'est le temps que je passe. C'est le temps que je passe avec les gens. Mais donc pour écouter, il faut du temps. Non. Alors expliquez-nous ça. Vous pouvez voir une angine 5 minutes et puis avoir gagné du temps pour avoir 30 minutes avec la personne qui suit. Mais ce n'est pas une question de temps. Moi, je reçois les gens toutes les 15-20 minutes. Oui, c'est vrai. Je le dis. Comme beaucoup de médecins. Et j'en ai pas honte. Ouais. À 25 € la consultation, il faut quand même gagner sa vie. Mais c'est une question de présence, d'attention, de plongée. Alors, c'est peut-être un exercice que j'avais peut-être un petit savoir-faire que je ne connaissais pas. Et puis peut-être qu'avec le temps, je me suis... Mais si vous voulez, c'est drôle parce que j'ai même une patiente, alors que j'étais en moi-même très pressé, elle me dit, vous, au moins, vous prenez le temps. Ça avait duré 10 minutes. Là, je me dis, elle se fout de moi. Mais non. Vous l'aviez écoutée pendant ces 10 minutes, quoi. Vous étiez vraiment en relation avec elle. J'insiste encore. L'écoute, c'est la présence. C'est-à-dire, alors si on se dit, alors je vais l'écouter, ça y est, je vais prendre le temps de l'écouter. Mais bien sûr qu'il faut du temps. Maintenant, dans mon travail d'analyste et de psychanalyste, c'est 1 heure. Mais c'est une autre histoire. Mais j'ai appris à ce que... Et puis les mots que les gens lui disent. Alors les gens viennent vous dire ah docteur, ça va pas être long, là, c'est juste pour un vaccin. Dans mon livre, il y a une histoire qui nous mène bien plus loin que le vaccin. Et puis, d'autres fois, c'est compliqué votre affaire. Non, on va à l'essentiel et tout ça. Bon, enfin moi, c'est ma manière de pratiquer. C'est ce que j'appelle ma pratique. Elle est singulière. Et j'ai envie de dire,
Mais oui, que chaque médecin soit lui-même avec ce qu'il est, libre sous la contrainte. Oui. Mais ça, on l'apprend pas en formation de médecin. Mais non, ça d'être à s'apprend pas. l'écoute ou d'être en présence. On l'apprend pas. Ça s'apprend pas. Ça se vit. Alors ça se discute. Il y a des groupes Baling pour ça. Il y a des tas de choses. Mais comment voulez-vous apprendre à écouter? Bon, maintenant il y a une chose formidable, c'est la fameuse consultation d'annonce. Alors Qu'est-ce que c'est? La consultation d'annonce, c'est quand quelqu'un a un cancer, eh bien on va le recevoir et on va lui annoncer qu'il a un cancer. Vous voyez un peu le truc? Bon alors. Donc on vous forme à annoncer. Non mais ça c'est surtout dans les hôpitaux. Moi je refuse complètement cette affaire. Quelle est la vérité? C'est quoi? C'est d'être capable d'entendre ce que le malade est capable de dire et comprendre. Si quelqu'un me dit qu'est-ce que vous en pensez, ben moi je lui dis mais dites-moi qu'est-ce que vous avez compris de votre histoire. Et là il m'explique. Et s'il me dit j'ai un cancer, ben je dis oui vous avez un cancer. Ben combien de temps? Vous voulez que je vous le dise? J'en sais rien. Parce que moi combien de fois on m'a confié des patients qui, pour finir à la maison pendant 15 jours, ça a duré 1 an. Mais pourquoi ça a duré 1 an? Parce que avec les réseaux de soins palliatifs et avec le traitement qu'on a fait, la personne avait, mais surtout cette personne attendait quelque chose. Attendait une réconciliation, attendait une parole, attendait un frère ou une sœur qui était à l'autre bout du monde. Donc, on ne sait pas. Mais bien sûr que finalement, on sait quand même, parce qu'il y a des pathologies dont on sait qu'elles vont finir très vite. Mais la vérité, c'est ce que le malade est capable de dire et ce qu'on est capable d'entendre. Docteur Bruno Front, à plusieurs reprises, j'ai écouté le mot mot, M-O-T, et le mot M-A-U-X. Vous êtes un spécialiste des mots et des mots, vous écoutez profondément. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ces 2 mots en français qui sont très proches, les mots M-A-U-X et les mots M-O-T. Vous êtes très attentif à ça, à la parole, c'est parce que vous êtes très sensible à la psychanalyse. Non, je ne l'étais pas du tout, c'est venu au fur et à mesure, mais ça m'amuse. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé jouer avec les mots, avec l'humour, avec... c'est formidable la langue. Mais ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'écoute. Est-ce que les mots que prononcent vos patients sont souvent des révélateurs des mots M-A-U-X qu'ils portent? Mais oui, et puis le mot que je peux prononcer aussi est incroyable. Il y a une histoire de cette femme qui saigne et à qui j'ordonne d'aller se faire opérer d'un fibrome sur lequel il n'y a pas d'autre solution que la chirurgie. Et vous prononcez le mot de parasite? Non, c'est pas cette histoire. C'en est une autre histoire. Vous utilisez ce mot parasite qui la libère complètement. Non, c'en est une autre. Dans cette histoire de cette femme, finalement, elle m'apprend qu'elle avait une relation nouvelle avec un homme pour laquelle elle était l'infirmière. Bon, et très bien. Et en partant, j'attends qu'elle vienne, qu'elle me donne des nouvelles. Et puis 6 mois après, je la revois en pleine forme. Alors je dis mais alors j'ai pas eu de nouvelles du chirurgien, comment s'est passée l'opération? Mais j'ai pas été opéré, docteur. Mais je dis mais comment vous n'avez pas été opéré? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben après vous avoir vu, ce que vous m'avez dit, je n'ai plus saigné. Je dis mais qu'est-ce que vous me racontez là? Bah oui, vous m'avez dit, jusqu'à quand allez-vous vous vider comme ça en jouant l'infirmière? J'aurais dit ça, moi. Et donc les saignements se sont arrêtés, son hémoglobine est remontée, elle n'a pas été opérée. Elle a entendu le mot se vider en lien avec son activité. Oui, mais ce qui est tout à fait formidable et que je dis dans l'histoire, c'est que je ne sais même pas si j'ai prononcé ce mot. Je m'en souviens plus. C'est-à-dire, est-ce que j'ai prononcé ce mot et qu'elle l'a entendu, ou est-ce que je ne l'ai pas prononcé et qu'elle l'a entendu? Je ne sais pas, c'est mystérieux. Bon, ça c'est des histoires un petit peu particulières. Quant aux parasites, c'est une autre affaire. Ah oui, elle est belle, allez, racontez-la cette histoire quand même. C'est une femme qui a 90 ans maintenant, mais elle me parle de l'époque où elle allait se marier avec un homme, et puis elle perd complètement le goût et l'odorat. Et il était bien avant la Covid, bien sûr. Et c'était très ennuyeux parce que cet homme était très gourmet. Et elle ne savait plus faire la distinction entre le salé, le sucré, si c'était du vin ou si c'était de l'eau. Et puis, elle va voir le médecin et elle lui explique la chose. Et le médecin lui dit « Mais je ne comprends pas du tout ce qui vous arrive, madame. Je ne comprends pas. Enfin, je vous ai examiné. Mais peut-être avez-vous un parasite. » Ah, ce mot-là, docteur, parasite. Ah, je vous remercie. Elle a quitté brutalement le médecin, après l'avoir réglé et pris sa feuille de soins. Elle rentre en courant chez son futur mari, son compagnon. Elle lui dit maintenant, tu prends tes affaires, t'emmènes tes poils téphales, je veux plus jamais entendre parler de toi. Alors, je lui dis, mais alors? Ah ben, le lendemain, j'ai retrouvé le goût et l'odorat.
Visage RCF. Docteur Font, une autre activité complètement inhérente à votre vie de médecin de famille, ce sont les visites à domicile. Quelque chose que très peu de vos confrères pratiquent encore aujourd'hui, les visites à domicile, c'est chronophage, on n'en fait pratiquement plus. Vous en avez fait pendant toute votre carrière. Je ne sais pas si vous en faites encore. Écoutez, avant de prendre ma retraite, j'en faisais 1000 par an. 1000 par an. Maintenant, j'en fais peut-être 600. Mais aussi parce que c'est vrai que les personnes âgées que je suis finissent par s'en aller. Et donc, il y en a moins. Et alors, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous? Ça a été toute votre carrière de médecin, très important, d'aller voir certains de vos malades chez eux. Alors, avant de dire pourquoi c'est important, c'est parce que c'était dans la culture. Il n'était même pas question à l'époque de ne pas faire de visite. C'était normal. C'était le normal. Médecin devait venir. Quand je me suis associé au tout début avec un médecin à la Bastille avant de faire mon service militaire, lui faisait les consultes et moi je faisais les visites. J'étais ravi, je courais partout, je montais les escaliers. Bon, c'était pas une question. Et puis c'est aussi une façon de gagner ma vie. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous? Ils sont pas éduqués, ils ont pas l'habitude, je leur en veux pas. Ils savent pas ce que c'est. Deuxièmement, pendant le temps que vous faites une visite, vous pouvez faire 3 consultations. La visite est honorée de 35 €. La consultation, c'est 25. Donc, ça veut dire 75 €. Pourquoi je vais aller faire des visites? Je perds de l'argent. Mais j'y vais parce que d'abord, j'en ai l'habitude, parce que je peux pas abandonner les patients qui ont maintenant 80 ans, 90 ans, qui peuvent plus se déplacer. Et puis aussi parce que dans mon ouvrage, je crois que ça se voit. On découvre des choses tout à fait étonnantes. Et puis, quand quelqu'un se déshabille totalement dans ma salle d'examen à mon cabinet, j'ai rien vu. Quand il m'ouvre la porte de sa maison, et particulièrement de sa chambre, c'est d'une toute autre intimité qu'il s'agit. Il vous accueille dans son intérieur. Dans son intimité. Dans l'expression française, c'est ça, c'est son intérieur. Vous rentrez dans son intérieur. Alors on apprend beaucoup de choses, et c'est formidable. Et important, des choses importantes pour soigner et accompagner vos patients. Mais fondamental. C'est fondamental. Et puis, je crois que ça fait partie du service. Alors, on va dire, oui, la France est le seul pays où on fait encore des visites. Plus pour longtemps, parce qu'on n'en fait plus. Mais j'encourage mes jeunes confrères, mes jeunes consoeurs à aller faire des visites. Mais c'est formidable. Et puis, moi, j'ai appris tellement de choses sur l'existence, sur la vie des gens, parce que c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui m'intéresse. Et sur la vie, tout court. Sur la vie tout court. Alors, évidemment, c'est cher payé. Alors, je fais un petit aparté. On va parler un peu politique, là. Eh bien, pour moi, la visite, c'est 80 €. D'accord? Minimum. Parce que d'abord, c'est le temps de 3 fois 25. Et là, peut-être, les jeunes pourront peut-être commencer à avoir envie de les faire. Je ne suis pas sûr. Parce que ça fait peur de se retrouver tout seul. Parce que maintenant, on veut plus travailler tout seul. On veut travailler en équipe. On peut demander à son collègue qui est à côté ce qu'il en pense et tout. C'est formidable. La médecine est beaucoup plus. Mais travailler tout seul, se retrouver tout seul à la maison, chez quelqu'un, c'est pas évident. Mais pourtant, c'est excitant. Docteur Font, quand on est confronté, comme vous l'êtes, tous les jours, quelque part à la misère humaine, à la souffrance, à la maladie, à la mort, comment on tient dans la durée? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais on tient parce que c'est une curiosité qui n'est jamais assouvie. Et puis, c'est vrai que des fois, on est totalement découragé parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Vous avez eu des moments comme ça dans votre vie, non, où vous en pouvez plus, la fatigue physique, et puis bon, mais je ne saurais pas dire. Qu'est-ce qui vous a fait tenir, en fait, pendant plus de 40 ans dans ce métier? Parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que... Bien sûr, ça fait partie du travail d'être face à la finitude, face à la mort, face à son impuissance. Mais il y a tellement de choses extraordinaires. À côté de ça, il y a des choses un peu étonnantes, parce que vous faites votre travail. Vous vous dites, ah là, c'est pas mal, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis vous recevez des reproches. Et puis un jour, vous vous dites, là, j'ai peut-être pas fait vraiment, j'ai pas été très bon là. Enfin, vous recevez des fleurs. Alors c'est quand même étonnant. Et puis, donc ça apprend l'humilité. Encore il n'y a pas longtemps, à Noël,
Une vieille patiente de 90 ans me dit « Docteur, j'étais tellement malade à Noël que j'ai pas osé vous appeler. Mais maintenant, vous pouvez venir. » C'est quand même assez extraordinaire. Ça rend un peu humble sur les choses, non? Mais quand même, cette question du sens de la vie, il y a des métiers qui sont plus en contact direct avec cette réalité qui nous habite tous, finalement. C'est cette peur de souffrir, c'est cette peur d'être malade, c'est cette peur de la mort. C'est quelque chose qui est profondément inscrit dans l'humain. Vous êtes confronté à ça tout le temps, avec des moments de joie, des moments où vous guérissez, des moments où vous voyez des gens qui sortent de leur maladie, qui revivent d'une certaine manière. Et puis vous en voyez quand même beaucoup qui ne s'en sortent pas. Et moi, c'est cette question du sens de la vie qui me questionne beaucoup à travers ces émissions. Vous êtes un observateur, vous, de cette question essentielle. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Ah bah oui, ça évidemment, mais c'est une question, finalement, peut-être ça me permet d'être en permanence confronté à cette question qui me taraude depuis toujours, sans doute. Donc, c'est la question, non? C'est quoi la souffrance? Pourquoi la mort? Oui. Dans notre condition humaine. Je me pose peut-être pas cette question. Moi, je suis témoin de comment les gens l'affrontent. Et ça, vraiment, je l'ai déjà dit un petit peu, mais je suis très, très impressionné par le courage des uns et des autres, de ces gens en fin de vie, à condition qu'on veuille bien les regarder, à condition qu'on puisse être présent, à condition aussi qu'on accepte de rien pouvoir faire pour eux. Je lui dis à un moment donné, tout en ne fuyant pas. Alors, est-ce que moi, je n'ai pas fui? Ben, bien sûr que je peux pas dire ça. Il m'est arrivé très souvent de fuir. Je suis un homme. Il y a des moments où je peux pas supporter. Fuir de quelle manière? Fuir au sens de ne pas être présent, de dire, là, c'est trop dur. Bon. Mais je reviens, je peux revenir, mais quand on ne fuit pas, quand on reste face à... Il y a des moments de vérité, et de voir un accès de la personne à sa propre vérité, c'est quand même très émouvant. Donc, il n'y a pas de question pourquoi la souffrance, mais il y a comment les gens la traversent. C'est ça qui m'importe, et qui peut-être me rassure, parce que je suis pas sûr, moi, personnellement. Le moment venu, si ça devait venir, d'être confronté à la souffrance, d'être tout à fait à la hauteur. Ça prépare pas à sa propre mort quand on est médecin et qu'on est confronté à celle des autres. Mais non, il faut pas se raconter d'histoire. Ce qui prépare, c'est ce qui nous a mené jusque-là, toute notre existence. Mais quand même, on est surpris, peut-être toujours. Vous savez, il y a une époque où la prière des gens, c'était « Délivrez-nous de la mort subite ». Parce que il fallait avoir le confesseur qui puisse vous signer l'acte d'entrée au paradis. Aujourd'hui, la prière, c'est plus de son, plus d'image. C'est-à-dire, on vit formidablement bien, et puis quand on n'est plus incapable d'être dans la course, et hop, une petite seringue et on s'en va. Alors justement, c'est un grand débat aujourd'hui autour de cette question de la fin de vie. Mourir dans la dignité. Est-ce que vous avez été confronté souvent en tant que médecin à des hommes, des femmes qui vous disent « Docteur, ça suffit là, je veux mourir ». Bien sûr, mais j'ai même une histoire dans le livre qui le dit. Et là, comment vous réagissez en tant que médecin, vous formé pour guérir et pas pour donner la mort? Mais je crois que c'est assez... Enfin, d'abord, la loi telle qu'elle est, de mon point de vue, est suffisante, à condition qu'on veuille bien l'appliquer. Parce que, de quoi s'agit-il? Et moi, c'est mon leitmotiv. Il s'agit de soulager les gens et de ne pas les tuer. Alors vous allez me dire, oui, quand on pousse la seringue, on les tue. Oui, mais il y a un moment qui est bien donné et qui arrive pour ça. Moi, j'ai encore récemment une patiente qui me disait, je voudrais pas que vous ayez problème avec la loi parce que je vous demande quand même quelque chose. Je lui dis, mais vous savez, je vous soulagerai, je ne tuerai pas. Bon, elle attendait son fils qui était loin, à l'autre bout du monde, et donc il a fini par arriver, et puis son état s'est dégradé. Est-ce que j'ai eu une quelconque difficulté à mettre de la morphine et du Valium pour qu'elle s'endorme? Parce que elle commençait à être mal, voilà. Mais, alors après, il y a des situations extrêmement limites, et moi je veux pas qu'on inscrive dans la loi de notre pays le droit de tuer. Je veux qu'on puisse soulager les gens. Ceci dit, il y a une certaine forme de contradiction, parce que dans mes directives anticipées,
j'ai écrit que si j'étais devant une situation de sclérose latérale amyotrophique ou de ce genre de pathologie, maladie Charcot, tout à fait épouvantable, à un moment donné, je voudrais qu'on puisse quand même faire ce qu'il faut pour me soulager. Il fut un temps, pour cette maladie Charcot, où on a pris la décision de ne plus intuber ces gens-là, pour pas prolonger leur vie. Très bien, on le fait plus. On sait très bien que c'était délétère et ça servait à rien. Eh bien, si quelqu'un dans la maladie de Charcot, donc là c'est un acte non, on ne pousse pas les soins au-delà, eh bien, on va pas tuer quelqu'un qui est Mais on n'est plus dans l'acharnement thérapeutique. On n'est pas dans l'acharnement, mais quand même on est dans le fait qu'on va quand même pousser une seringue. Ouais. Docteur Bruno Franck, en quoi votre regard sur la vie, sur l'existence, a changé au cours de ces 40 dernières années? Parce que vous êtes à un point d'observation où, dans votre cabinet, rue Monge, vous avez vu passer des gens simples, des gens très cultivés, une grande psychanalyste, des professeurs. Vous avez vu passer l'humanité dans tout ce qu'elle a, en gros, comme diversité humaine et sociale. En quoi votre regard sur la vie a changé après ces 40 ans de vie de médecin? Oh ben, la comédie humaine, parce que j'ai appris quand même à ne plus me faire piéger par la séduction des personnes. Quand je dis la séduction, c'est pas une séduction amoureuse, c'est une séduction de me dire des choses. De paraître. De tout ça. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai appris beaucoup de choses. Mon regard a changé. Je ne sais pas, c'est quand même toujours et encore comment chacun gère les accidents de la vie. Et ça, c'est une très grande diversité. Et surtout, il y a une chose qui m'importe de dire, c'est que à partir du moment où les gens ont une référence de là où ils parlent, ce qu'ils vont dire et les conséquences dans leur vie, eh bien, est presque automatique. Et, précisez là, parce que ce que je veux dire, c'est que chacun a ses références culturelles, religieuses, politique, sociales, politiques, et donc on comprend bien qu'à partir de là, et je me dis, mais quelle diversité, mais comment on fait pour vivre ensemble? Et est-ce que la foi, la religion, aide les gens que vous avez eu à soigner, quelle que soit sa foi et sa religion, ou pas spécialement? Ça peut, quand c'est très bétonné, très structuré, mais la foi en politique, par exemple, la foi en religion, la foi... Mais quand même, la maladie, ça met à mal ça, et ça vous décape quand même. Donc, oui, la foi peut aider. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas quoi dire, mais la foi peut aider parfois, oui. Mais c'est pas une garantie. C'est pas du tout. Et on voit bien comment des personnes, à l'occasion, ça leur tombe des mains. Le discours religieux, je parle pas de la foi, le discours religieux, pour arriver peut-être à une autre forme de vérité avec eux-mêmes. Vous-même, je vous ai pas interrogé, vous êtes croyant ou pas? Dans une des histoires des urgences médicales, une patiente m'interroge. Et vous croyez en quelque chose? J'ai pas pu ne pas lui dire que oui. Oui, je crois en l'humain, je crois au fait que sans doute le Christ se manifeste dans la vie des gens, mais pas toujours dans la manière dont on peut l'imaginer. Et il y a une histoire particulière, les chocolats, où une femme dit croire et l'autre pas. On peut se rendre compte que c'est plus complexe qu'on ne le croit. Docteur Franck, pour terminer, qu'est-ce qui vous aura donné finalement le plus de joie dans votre métier? Parce que je vois bien en vous, il y a à la fois un sentiment de profonde joie dans tout ce que vous avez vécu, dans ces rencontres humaines, surtout dans ces rencontres, et puis en même temps une sensibilité à la souffrance humaine qui est très très forte. Je ne saurais pas dire, mais ce que je peux dire, j'ai beaucoup de confrères qui ont commencé comme moi dans les années 80-85, qui se sont installés, et certains sont engagés formidablement. Je pense à un particulièrement, et ils sont totalement désabusés, totalement aigris. Ils n'attendent qu'une chose, c'est d'arrêter. Et moi, j'ai la joie, je ne sais pas pourquoi, j'ai le bonheur, j'ai la chance, malgré bien des péripéties et des difficultés dans ce métier, ou dans ma vie même personnelle,
d'aimer encore ce métier. Je me disais, toujours j'avais ce fantasme de ce livre, quand il paraîtra, j'arrêterai la médecine générale. Et j'avoue que là, j'ai beaucoup de difficultés à envisager d'arrêter, mais il va bien falloir physiquement un jour ou l'autre le faire. La vie me rattrapera, la finitude. Mais pour l'instant, je me sens encore envie de... C'est la rencontre. Mais c'est que ça, c'est la surprise. C'est une porte ouverte sur un être en chair et en os. Et j'ai reçu, les gens m'animent, ils me nourrissent. Alors, c'est peut-être pathologique, mais je vais pas m'allonger, nous sommes assis, je vais pas reprendre une tranche de psychanalyse. Mais les patients me nourrissent au quotidien. Il n'y a pas un matin où je me lève pas en me disant, mais quelle surprise je vais avoir, un diagnostic un peu particulier, ou finalement une personne amusante, ou même quelquefois difficile à traiter. Eh bien, merci beaucoup, docteur Bruno Front. Beaucoup de ces rencontres, vous nous les partagez dans ce livre que vous publiez aux éditions L'Iconoclaste, toute une vie pour eux. Et puis, merci pour votre travail de médecin généraliste. Et à travers vous, j'ai envie de remercier tous les médecins généralistes, les médecins de famille qui font un boulot incroyable. Certains nous écoutent et j'ai envie de remercier particulièrement notre médecin de famille qui suit toute notre famille depuis 25 ans, qui est devenu un ami et qui est aussi un auditeur de RCF. Donc, merci à lui, merci à vous. Merci à vous de m'avoir permis de vous partager mon enthousiasme et ma foi. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.